Au Sud-Soudan, une centaine d'enfants meurent de faim tous les jours. 2,5 millions de personnes sont touchées par la famine, une famine aussi grave qu'en Éthiopie dans les années 80, peut-être la plus grave du siècle, à cause de la sécheresse, mais surtout à cause de la guerre. Gino et Karine Rousseau se sont rendus sur place. Aujourd'hui, ils témoignent. Que ça soit ici ou n'importe où, c'est insoutenable qu'un enfant meure alors qu'on peut faire quelque chose. On ne peut pas accepter d'être tranquille chez soi et de savoir qu'il y a des enfants qui meurent, peu importe la distance. Mais moi, je ne sais pas l'accepter. Il pleut ce matin sur le petit village d'Adjib, dans le Bahr el Ghazal, la province du Sud-Soudan la plus durement touchée par la famine. Quelques centaines de personnes vivaient ici. Aujourd'hui, ils sont 21 000 éparpillés sur quelques kilomètres carrés. Ils sont de la tribu des Dinka, des pasteurs semi-nomades. Fuyant la guerre, ils ont abandonné leurs troupeaux et leurs lopins de terre. Ils ont marché parfois pendant plusieurs jours. Ils n'ont plus rien. On leur a juste donné un bout de plastique pour s'abriter. Il pleut, mais trop tard. À cause de la guerre, les Dinka n'ont plus rien à cultiver. Ils ont perdu les graines qu'ils devaient semer ou ils les ont mangées pour ne pas mourir de faim tout de suite. La récolte, dans quelques semaines, ne leur apportera rien. Rien à manger, à part l'aide internationale, avant la prochaine récolte, en octobre 1999. Toujours là, hein? Jamais assez, hein? Vous voulez boire? Adjib est une des 8 missions de l'organisation Médecins sans frontières au Sud-Soudan. MSF développe ici un programme d'aide alimentaire d'urgence. Les enfants sont les plus durement touchés. 55% sont mal nourris, 35% sont dans un état grave. Fragilisés par la faim, ils souffrent également de maladies pulmonaires et de diarrhée aiguë. En principe, l'aide alimentaire de la communauté internationale est distribuée aux populations du Sud-Soudan par les chefs de village. Mais tout le monde sait qu'une partie des vivres est détournée au profit de la guérilla. Les organisations humanitaires sont obligées d'assurer un complément pour les groupes les plus vulnérables. Une fois par semaine, ils reçoivent 3 kilos de farine enrichie en protéines. Il suffit d'ajouter un peu d'eau pour obtenir une bouillie très nourrissante. C'est le blanket feeding, l'alimentation de couverture. Ici, le blanket feeding, c'est un programme qui est fait, c'est un peu sécurité alimentaire. Donc, on a choisi la population vulnérable. Qu'est-ce que c'est la population vulnérable? C'est les enfants de moins de 5 ans, c'est les femmes allaitantes, c'est les femmes enceintes et c'est les vieillards. Et donc, ils ont tous droit à cette ration de 3 kilos de CSB, donc farine composée de soja, maïs et haricots. À la sortie du centre de distribution, le contrôle est assuré à l'aide d'un simple bâton. Seuls les enfants de moins d'1,30 m ont droit aux 3 kilos de farine hebdomadaire. On est obligé de fixer une limite, sinon il serait plus de 20 000 à défiler ici, une situation impossible à gérer. La distribution de vivres permet également de repérer les enfants les plus faibles. Ceux-là, s'ils ne sont pas traités intensivement, risquent de mourir. On a l'impression que demain ils seront plus là. On a l'impression que c'est parce que la dernière goutte qu'on leur offre. Il y en a qui ne savent presque plus boire. Ici, qui ne savent presque plus boire déjà. Il y a encore moyen de faire quelque chose pour les sauver. Je pense qu'on va pouvoir l'envoyer au centre thérapeutique. Donc là, il sera pris en charge, il recevra du lait et un traitement médical. Donc je pense que cet enfant-là, on peut le référer directement
directement au centre thérapeutique. Donc il y a de l'espoir pour un petit comme ça. Il y a encore de l'espoir pour un petit gamin comme ça, oui. C'est vrai qu'il est très très loin. Il est certainement à moins 60%, si pas moins 50% de son poids de taille. Mais on peut encore essayer de faire quelque chose pour un petit bonhomme comme lui. Il y en a eu d'autres qui sont récupérés et qui étaient aussi loin que lui. Mais il nécessite un traitement et un suivi intensif. Le centre thérapeutique, c'est le service des soins intensifs. Il est réservé aux enfants qui sont à moins de 65% de la norme poids-taille. Un enfant d'1,10 m par exemple, un enfant de 5 ans environ, doit peser plus de 18 kg. Ceux qui sont ici sont descendus en dessous de 11 kg. On leur donne 8 repas par jour la première semaine, ensuite 5 repas, du lait enrichi, des biscuits à haute teneur énergétique et des bouillies de céréales et de soja avec un peu de sucre et d'huile. On soigne également les infections, les diarrhées. Des enfants comme ceux-là peuvent être remis sur pied en 2 ou 3 semaines. Est-ce que cet enfant va pouvoir survivre? Oui, je crois que si on le surveille de près avec une meilleure alimentation, oui, cet enfant-là pourra survivre. Je sais, il paraît très faible, comme la plupart des enfants que nous avons ici. Le problème, ce sont les maladies, les complications qui accompagnent la malnutrition. Mais si on soigne ces maladies et si on améliore l'alimentation, ils ont tous de bonnes chances de s'en sortir. Quelques instants plus tard, une jeune femme arrive au centre thérapeutique. Elle porte l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Regardez cet enfant, il doit avoir un jour. C'est dur à dire, mais il a l'air tout à fait bien. Vous savez, les nouveau-nés tirent toute leur nourriture de leur mère et ils peuvent se porter très bien, même si leur mère ne va pas bien du tout. Donc, dans ce cas-ci, c'est la mère qu'il faut nourrir. Elle ne le réalise peut-être pas. Il va falloir lui expliquer qu'elle ne relève pas du centre thérapeutique, mais qu'elle doit aller au centre de distribution de nourriture. Dans une case un peu à part reposent les cas pratiquement désespérés, tellement faibles qu'ils sont parfois incapables de boire ou manger. Une femme qu'on a trouvée quand on a fait la première distribution du PAM. On l'a trouvée sous un arbre, elle était complètement déshydratée, presque dans le coma. Et donc on l'a fait venir ici, on a envoyé la voiture pour la chercher, on l'a amenée ici. Et apparemment elle va un petit peu mieux, mais c'est difficile de dire. À Adjip, le taux de mortalité atteint 26 pour 10 000 par jour, un taux énorme. Cela veut dire que chaque jour, sur une population de 21 000 personnes, on enregistre en moyenne une 50aine de morts. Maman. La base de Lokichokyo, à l'extrême nord du Kenya. Nous sommes à 1000 km d'Adjip. C'est d'ici que part l'aide internationale. Une quinzaine d'avions, des C-130, des Ilyushin et des Buffalo assurent l'approvisionnement du Sud-Soudan. 12 000 tonnes de nourriture sont distribuées tous les mois. C'est le plus grand pont aérien jamais organisé par les Nations Unies.
Les sacs de nourriture sont largués à proximité des centres de distribution et des missions humanitaires. C'est la technique du dropping. 16 tonnes de sorgho et de maïs tombent du ciel en quelques minutes. Coût de l'opération, 30 000 francs par tonne, ce qui fait plus de 500 000 francs pour larguer une cargaison. 5 fois le prix de la marchandise. C'est le mode de distribution le plus coûteux qui existe. Mais on n'a pas le choix. Les routes sont inondées, le train trop dangereux à cause de la guerre. On sait déjà qu'il faudra prolonger l'aide alimentaire au Sud-Soudan jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à la prochaine récolte. On sait aussi que rien ne sera réglé tant que durera la guerre. Au mois de juillet, les forces gouvernementales islamiques du Nord et les rebelles du Sud ont décrété un cessez-le-feu de 3 mois pour permettre de venir en aide aux populations. Mais si les combats reprennent, jamais la famine ne s'arrêtera. Au-delà de l'urgence, l'essentiel aujourd'hui est donc de régler par la diplomatie ce conflit qui dure depuis maintenant 15 ans. Les Dinka pourront alors reprendre leur vie de pasteurs comme ils le font depuis la nuit des temps. C'est tout ce qu'ils demandent. Vivre en paix avec leurs troupeaux sur une terre tellement fertile qu'on parle ici de famine verte. On n'a pas un peu peur que des gens se disent mais qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas les Rousseau? Les Rousseau, ils viennent ici parce qu'il y a des enfants qui meurent. Et puis, nous, on n'a rien à gagner. Nous, si on est venus, c'est pour eux. C'est pour venir témoigner. Je suis content d'être venu parce que je porterai le message, ne fût-ce que de bouche à oreille, mais... Puis si c'est insoutenable que les enfants meurent chez nous, parce qu'on n'a rien fait, c'est aussi insoutenable ici. Et puis c'est le genre de situation devant lesquelles de loin on se sent toujours impuissant. On lit dans les journaux, ben voilà, il se passe ça, on se sent impuissant, on se sent mal. Puisqu'on sait qu'il y a des enfants qui meurent, on se sent mal, on se dit, encore une fois, on fait rien, quoi. Et puis on se dit, on a un trop petit niveau, on peut rien faire, puisqu'on n'est que des petites personnes, petits citoyens, enfin bon, des gens comme tout le monde. Et puis quand on a une occasion, n'importe quelle opportunité pour essayer de faire en sorte que les choses évoluent un petit peu, et ici elles doivent évoluer bien, beaucoup, eh ben on la rate pas, on saute dessus, c'est une chance. Dieng avait 2 ans. Le 28 août à l'aube, il est mort de faim. Il était trop faible. Les médecins n'ont rien pu faire pour le sauver. On ne peut pas accepter que des gens meurent, des enfants, sans rien faire. Je crois qu'on est beaucoup à bouger, ça fait une force. On peut faire quelque chose, on peut toujours faire quelque chose. Il ne faut pas se dire à l'avance qu'on peut rien faire, parce qu'alors ces enfants-là, ils sont condamnés. Ceux-là qu'on a vus, ils sont condamnés. Madina,